Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la réaction oscillante de Briggs-Raucher. Et aujourd'hui, on va tenter de comprendre comment ça marche. On va donc se pencher aujourd'hui sur cette réaction étonnante, la réaction de Briggs-Raucher. Comme vous pouvez le constater, à la suite du mélange de quelques préparations, on observe des oscillations colorées. La solution transparente devient progressivement jaune, vire rapidement au bleu foncé, puis s'éclaircit peu à peu et un nouveau cycle recommence. Ce qui nous intéresse, c'est de saisir les mécanismes derrière de telles oscillations et surtout comment tout ceci reste physiquement cohérent, pourquoi par exemple il ne s'agit pas d'un mouvement perpétuel. La première chose à saisir ici, c'est que ce que voit l'œil, cette alternance de couleurs, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette réaction fait intervenir une bonne dizaine d'espèces chimiques et un grand nombre de réactions élémentaires qu'on peut par chance ramener, dans les modèles les plus simples, à déjà une bonne dizaine. Avant de tenter d'expliquer, on va commencer par décrire, et pour voir l'invisible, rien de tel qu'une petite simulation. Sortons donc quelques lignes de Python pour simuler l'évolution des concentrations des différentes espèces chimiques. C'est parti. Et voici déjà les résultats quelques millisecondes plus tard. Petite pensée pour cette publication de 1982, ayant réalisé la même chose en 30 minutes sur l'ordinateur principal de leur université. On aura même poussé ici l'insolence jusqu'à demander à GPT-4 de nous écrire 60% du programme. Et voici nos courbes résultats. Oui, c'est très chargé, mais on va progressivement mettre de l'ordre dans tout cela. Chaque courbe représente ici l'évolution de la concentration d'une des espèces chimiques considérées dans notre modèle. De prime abord, on remarque bien ceux qui oscillent et ceux qui n'oscillent pas. Ce qui diminue progressivement en suivant un profil de marche d'escalier, ce sont les réactifs globaux de la réaction. Le peroxyde d'hydrogène, H2O2, les ions iodates, IO3-, et l'acide malonique. Et ce qui augmente en suivant un profil similaire, ce sont les produits finaux de la réaction globale, de l'eau H2O, du dioxygène O2 et de l'acide malonique iodé. On peut enlever ces courbes pour se concentrer sur ce qui oscille et zoomer sur une période d'oscillation. On remarque principalement deux régimes qui alternent, un régime rapide et un régime plus lent. On va se concentrer sur ces deux espèces chimiques intermédiaires, les ions iodure, I-, et le diode, I2, car ce sont celles qui expliquent la partie visible de la réaction, les changements de couleur du transparent vers le jaune-orange, l'apparition subite d'un bleu nuit et le retour progressif à la transparence. Dans les phases rapides, on voit la concentration de I2 augmenter avec I- toujours bas. Ceci correspond au passage du transparent au jaune orangé. Subitement, la concentration de I- explose, ce qui correspond au passage au bleu nuit. Ce n'est pas I- seul qui cause cette couleur, mais les hautes concentrations simultanées de I2 et I- en présence d'amidon qu'on ajoute à la solution précisément pour rendre cette transition visible. Dans la phase lente, les deux concentrations diminuent, c'est le retour du bleu à la transparence. Un aspect intuitif, c'est que la vitesse d'une réaction, le nombre de fois où elle se produit par unité de temps, dépend de la concentration des réactifs. Si on considère une réaction A plus B donne C, on peut s'attendre à ce que sa vitesse dépende de la probabilité qu'une molécule A rencontre une molécule B et que cette dépendance soit linéaire. Si on double le nombre de molécules A, on double la probabilité de rencontre de A et B, et donc on double la vitesse de réaction. Dans le modèle élémentaire qu'on considère ici, cette vitesse de réaction est donc simplement le produit des concentrations des réactifs et d'une constante spécifique à la réaction. On peut trouver des exceptions à ce comportement intuitif, mais il se vérifie souvent pour les réactions élémentaires et est une bonne base pour commencer à réfléchir. Lorsqu'on a un système chimique constitué de plusieurs réactions, il est possible d'exprimer comment la concentration de chaque espèce évolue. Si on se focalise par exemple ici sur la molécule HOIO et qu'on désire savoir comment sa concentration évolue étant donné les vitesses de chaque réaction, qu'on sait donc combien de fois par seconde chacune se produit, il suffit de compter positivement les vitesses des réactions productrices et de compter négativement les vitesses des réactions consommatrices. On peut donc déduire l'évolution des concentrations depuis les vitesses de réaction et, comme on l'a vu juste avant, les vitesses de réaction depuis leur constante et les concentrations de leurs réactifs.
La simulation en Python que vous venez de voir est basée sur ce principe. Les plus matheux d'entre vous auront repéré ici un système d'équations différentielles, et c'est vraiment lorsqu'on exprime sous cette forme un système chimique qu'on se rend compte de la complexité et de la dynamique qu'il peut prendre. Il ne s'agit plus simplement de réactifs qui deviennent des produits, mais d'une danse complexe entre différentes concentrations et différentes vitesses. Pour comprendre comment tout ceci s'organise, une chose supplémentaire qu'on peut faire avec notre simulation, en plus de tracer l'évolution des concentrations, c'est de tracer l'évolution des vitesses de chacune des réactions qui interviennent. Ce qui permet de reconnaître quel sous-réseau chimique s'active et quand au cours de nos périodes, et aussi de repérer d'autres marqueurs d'organisation. Si vous regardez bien, vous verrez que certaines de ces courbes ont la même forme, comme la courbe rose et la courbe violette ici. Elles sont même parfois totalement superposées, comme on le voit également avec la courbe rose et la courbe bleue qu'elles recouvrent. Ce qui veut dire que parfois, plusieurs réactions vont exactement à la même vitesse ou à des vitesses multiples l'une de l'autre. Et c'est parfaitement logique si ces réactions se cascadent. Pour les réactions bleues et roses, dont les courbes ici se superposent, la première produit un des réactifs dont la seconde a besoin. Si c'est ce qui limite cette seconde réaction, il est logique que les deux se produisent à la suite et à la même vitesse. Le cas où les vitesses sont multiples l'une de l'autre, comme entre la courbe violette et la courbe bleue ici, survient lorsque la première des deux réactions génère, à chaque occurrence, plusieurs exemplaires d'une des molécules nécessaires à la seconde. Ici, 2 exemplaires. Ainsi, avoir tracé ces courbes de vitesse nous donne des informations cruciales sur ces réactions qui se cascadent les unes à la suite des autres. Tout ceci va nous aider à construire un modèle de ce qui se passe au niveau d'un cycle complet de notre réaction oscillante, mais pour en faciliter la compréhension, on peut souligner préalablement quelques comportements clés qui reviendront assez régulièrement. Reprenons notre exemple de réaction A plus B donne C et sa vitesse de réaction qui, dans notre modélisation, est proportionnelle au stock à la concentration de chacun de ces réactifs A et B. Si on modélise une réaction comme un robinet, augmenter la concentration d'un réactif va augmenter le débit, davantage ouvrir le robinet. Lorsque vous augmentez ici la concentration de A lui-même sera consommé plus vite, mais B également. Et ça nous place dans une logique un peu particulière où ce qui se trouve en amont du robinet contrôle aussi le degré auquel il est ouvert. Un autre point important qui nous sera utile concerne le comportement des réactions dites autocatalytiques, c'est-à-dire des réactions qui sont accélérées par la présence de ce qu'elles produisent elles-mêmes. Prenons une telle réaction autocatalytique et imaginons que le système soit à l'équilibre grâce à une autre réaction qui consomme le catalyseur qu'elle produit. On fait donc l'hypothèse que la concentration en catalyseur est stable car consommée aussi vite qu'il n'est produit. Et on introduit une petite perturbation, de quoi faire en sorte que la réaction autocatalytique soit juste un poil plus rapide. Comme cette réaction se produit maintenant plus vite que celle avec laquelle elle était par hypothèse à l'équilibre, le stock de catalyseur augmente. Mais du fait de sa nature autocatalytique, la réaction se produit encore plus vite et une boucle de rétroaction positive se met ainsi en place, la concentration en catalyseur explose. Mais c'est valable aussi dans le sens inverse. Si une perturbation fait en sorte que la réaction autocatalytique soit à peine plus lente que celle avec laquelle on la postulait à l'équilibre, dès que cette réaction autocatalytique se produit plus lentement, le stock de catalyseur diminue, mais du coup la réaction, maintenant moins catalysée, se produit encore plus lentement et une boucle de rétroaction négative se met ainsi en place, la concentration en catalyseur s'effondre. On dispose maintenant de tous les éléments nécessaires pour dérouler un cycle de la réaction de Briggs-Rauscher. Bien sûr, sur ce schéma, je n'ai pas pu représenter toutes les productions chimiques, juste suffisamment pour décrire une mécanique cohérente. Les ronds numérotés symbolisent les réactions, les flèches vertes les apports en réactifs globaux, et les 3 rectangles de couleur représentent les stocks de 3 espèces chimiques clés dont on va suivre l'évolution. Commençons par présenter quelques acteurs de notre schéma. Au centre, on trouve notre moteur, 2 réactions se produisant à la chaîne, consommant HOIO et I- et produisant du diode I2. Ce moteur peut être alimenté en HOIO de 2 manières, par une réaction lente, ici à gauche, et un ensemble de réactions rapides à droite. Cette partie à droite a une particularité, elle est autocatalytique. Elle consomme du HOIO, mais en produit au final plus qu'elle n'en consomme.
Les deux réactions ici sont un frein qui s'active lorsque la concentration en HOIO devient élevée, ce qui la garde en dessous d'un seuil maximum. En sortie de notre moteur central, l'acide malonique consomme le diode et produit des ions I-. Voici comment un cycle se déroule. On va commencer dans l'état suivant. Forte concentration de I2, forte concentration de I-, concentration quasi nulle de HOIO. Dans cet état, toute la partie autocatalytique et le frein associé se trouvent dans un état latent. Grâce au stock important de I-, la petite réaction 1 est suffisamment rapide pour alimenter notre moteur. Toujours grâce à l'abondance de I-, ce moteur est en manque de l'autre réactif dont il a besoin, HOIO. Il a donc tendance à en garder la concentration très faible, ce qui tient en laisse la partie autocatalytique qui ne peut pas se libérer tant que cette concentration en HOIO ne dépasse pas un seuil critique. Dans ce mode de fonctionnement, en sortie de moteur, le I2 est produit moins vite qu'il n'est consommé par l'acide malonique. Le stock de I2 diminue donc en même temps que le stock de I- produit par cette même réaction 10, en baisse de régime, est consommé par la réaction 1. Cette chute du stock de I- se traduit par une baisse de régime de notre moteur et surtout de sa capacité à maintenir une faible concentration en HOIO, jusqu'à un moment critique où il se met à consommer ce HOIO plus lentement que la réaction autocatalytique ne le produit. C'est un moment critique où cette production autocatalytique s'emballe, toute la partie droite du réseau chimique s'active, la concentration en HOIO explose, puis le frein associé se déclenche, gardant cette concentration embutée à un seuil maximum. Le moteur central tourne à plein régime, mais maintenant c'est du réactif I- dont il manque, et il a donc tendance à en vider les réservoirs disponibles. La réaction lente à gauche, basée sur I- devient latente. Une chose à comprendre ici, c'est que bien que la concentration de I- soit très faible, les ions I- sont pourtant massivement produites par les réactions jouant le rôle de frein. Elles ne sont juste pas produites assez vite pour s'accumuler, produites plus lentement que notre moteur les consomme. Dans cette phase rapide, la production de I2 en sortie de moteur est plus rapide que sa consommation par l'acide malonique et donc un stock de I2 se forme progressivement. Cette dernière réaction, avec l'acide malonique, est un producteur de I-, ce qui manque à notre moteur dans ce mode. Mais surtout, au fur et à mesure que le stock de I2 augmente, elle le produit de plus en plus vite, jusqu'à un moment critique où le moteur ne manque plus de I-, mais de HOIO. Un moment où il consomme davantage de HOIO que la réaction autocatalytique n'en produit. Et là, c'est le drame dans le sens inverse. La production autocatalytique de HOIO s'effondre exponentiellement et avec elle notre moteur s'éteint quasiment. En s'éteignant, il n'y a plus de consommateur des I- produits massivement par la réaction du bas qui tourne encore à plein régime grâce à son stock de I2. La concentration de I- explose, la réaction lente s'active et redémarre le moteur. On se trouve maintenant dans l'état duquel on est parti, achevant une période complète de la réaction de Briggs-Raucher. Évidemment, s'il ne s'agit pas d'un mouvement perpétuel, c'est parce que bien que certaines concentrations oscillent, d'autres diminuent strictement lors de la réaction. On le voit sur les courbes simulées avec ces évolutions en palier de l'acide malonique, mais surtout des ions iodates IO3- et du peroxyde d'hydrogène H2O2. Si on tente de réfléchir informellement avec une notion d'énergie potentielle des transformations chimiques, ça donne ceci. Dans les phases rapides, les ions iodates IO3- et le peroxyde d'hydrogène H2O2 sont consommés et l'énergie chimique passe sous la forme de diodes I2 et d'autres espèces intermédiaires. En fin de ces cycles rapides, l'énergie de ces espèces intermédiaires est transformée sous la forme de I- et un cycle lent commence. Pendant le cycle lent, il n'y a que très peu de consommation des réactifs globaux, la réaction est mue par l'énergie chimique accumulée dans le stock I-I2 jusqu'au commencement d'un nouveau cycle, rechargé par la consommation des réactifs principaux IO3- et H2O2.
je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne Nilred de laquelle les extraits sur la réaction oscillante ont été tirés. On obtient un visuel encore plus fascinant si on ne mélange pas la solution pour la rendre homogène, le cycle se produisant en décalé entre les différents endroits du récipient. Un autre exemple fascinant de réaction oscillante est la réaction Belousov-Sabotinsky ou réaction BZ, avec laquelle on peut également jouer sur la diffusion spontanée pour former les figures que vous voyez ici. On peut même pousser les choses encore plus loin avec cette publication de 2024 qui utilise ces comportements chimiques complexes pour réaliser un calcul. À la manière d'un ordinateur analogique qui utilise les lois de la physique elle-même pour réaliser des calculs de dérivation, on utilise ici les lois des systèmes chimiques pour réaliser une forme de calcul. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes chimiste, j'espère vous avoir montré la réaction de Briggs-Rauscher sous un angle nouveau. Vous trouverez les liens de la simulation Python en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à soutenir la chaîne éventuellement sur Tipeee, mais surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.